As educators, we stand at a crossroads. Down one road lies the status quo, investing in the educational system as it stands, even though all the available data shows that we're no longer preparing our students for the world that awaits them. Down another is the road less traveled. We have a chance to develop leaders and skilled workers, to empower innovative thinkers, to help build adaptable skills and foster emotional intelligence. By constructing a collaborative vision on how to harness and leverage these technologies, we can engage our students, our educators, and our leaders to help ready them for the future of 2030 and beyond. Because we believe that our youth deserve a chance to thrive, to collaborate, to innovate, to solve complex problems, to contribute locally and compete globally. As Atlantic Canadians, we need to work together and look to the remarkable insight that's all around us. We need to pool our innovation and our experience and transform our learning community. Only then can we learn a new way to teach, instead of trying to teach the same way to learn. Good morning, everyone, and welcome to Day 5 of the Atlantic Education Institute. Bonjour à tout le monde et bienvenue à la cinquième journée de l'Institut Atlantique de l'Éducation. My name is Brian Willett. I am your Master of Ceremonies for the Atlantic Education Institute, and I am excited about today because we have an amazing panel of educators for all of you here this morning. Before we begin, just a few things that we'd like to acknowledge. First of all, on behalf of the Atlantic Education Institute, we'd like to acknowledge the diversity of Indigenous people within the land we now call Canada and value the historical and contemporary contribution of these people in each region where we work. I encourage all of you to think about where you are currently, where you are listening to this conversation, and acknowledge the territory that you may be on. We do have simultaneous translation currently occurring. So on your Zoom channel, down at the bottom of the Zoom, you'll see that bar, and you can select interpretation. And there you can go from English to French. We do have panelists today who will be speaking in French. So if you require translation into English, simply select English. And if you are Francophone and you prefer to listen to the conversation in French, simultaneous translation will be occurring right now as we speak. So select French in order to hear that. And we encourage all of you today to use the chat and the Q&A feature for our panelists. If you want, take a second now to utilize the chat feature to let us know where you're coming to us from today. Where are you joining our session for the Atlantic Education Institute today? Drop that in the chat real quick. And we are encouraging all of you to ask questions to our panelists. You can do that using the chat feature or use the Q&A. We will look at those questions at the end of our session here today. And if we don't have enough time to answer them live, the great news is our panelists will be joining us on the Remo platform during that virtual vendor chat. So you can certainly join us during the Institute here, during the virtual Remo conference room. I'll throw the link to that in the chat for you. Registration is simple. Simply click register, put in your name, and you'll be able to join all these vendors that you see on this screen, along with our panelists, ask more questions and see how those organizations can help you in your educational journey. I'll throw that in the chat for you to be able to join us today at 11 o'clock. And without further ado, our panelists today are amazing educators from across the province. We are joined today by Julie Robichaud, Marie-Pierre Etou, Sarah Minil-Filon, and Gerard Reinders, all bringing an amazing story about how they utilize organizations and their skills to teach beyond the classroom. I welcome all of them on behalf of the Atlantic Education Institute with us today, and I know for sure that we are going to be inspired by their stories and their creativity. And today's moderator is none other than President of the Atlantic Education Institute. I'm pleased to welcome Dr. Mario Chiasson.
Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. I'm so excited that, like Brian was saying, to going through this 5th day of this morning event. We're receiving a lot of feedback that I mentioned, like the morning session there, are excellent, are great. People really enjoyed the content, and, we try to, as much as possible, to tailor the need of the education. So that being said, today it's a very exciting day. We have a great group of teachers, inspiring teachers that's going to share us the great stories about that. So we're looking forward to do this. That being said, as you know, the theme of this institution is innovative leadership. And we know that, we were being, stressed by the advent of societies, like we mentioned on the panel on Wednesday. And, that the context of the teacher's role within the education system, they got a huge challenge to deal with that realities. And the fact that, they're dealing with any particular, but they have to come through to personalize their learning. And to personalize their learning, teachers by default need to innovate. And today, those 4 teachers, will be sharing their stories on how that, number one, they have adapted to the reality, adjusted during the way, and also adopt a new teaching practice. And this new teaching practice, we're talking about a lot of active learning. And this active learning is resonate to doing what it is. What is active learning in the classroom? So they move on to a traditional classroom setting that we're in front of the classroom where they're just delivering the content to another dynamic way. In this whole dynamic of active learning, it's really personalized. So we're talking about personalized learning, but we're also talking about personalized teaching. And those 4 teachers have a diverse background, which is really exciting. And hearing them, it's going to be very, acknowledge about how they were able to adjust, like I just mentioned, and now how are they adopting and how are they moving forward with these new pedagogical practices. So we honored and privileged to have those 4 individuals here to tell their stories. So that being said, I'm going to give it la parole. I'm going to give the word to Marie-Pierre. So Marie-Pierre, please, you have the floor. Tell us your stories. We're really looking forward to it. Thank you. Bonjour tout le monde. Peut-être juste me faire signe si vous entendez bien, m'assurer que ça va. Yes, we do. And I will also, I will also invite the other panelists to turn on their camera as well, please. Thank you. Go ahead there, Marie-Pierre. Juste revenir au début. Donc, bonjour. Il me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Je vais faire ma présentation en français. Puis n'hésitez pas à utiliser la traduction simultanée si vous en avez besoin. Je vais simplement peut-être faire une petite mise en contexte pour commencer, vous expliquer un petit peu comment je suis arrivée peut-être à changer un peu mes pratiques puis à essayer de faire les choses différemment. J'étais enseignante d'histoire au départ, puis en salle de classe, je sentais vraiment le besoin de rendre les apprentissages des élèves plus signifiants. Je le voyais que ces élèves-là étaient là, ils m'écoutaient, les programmes d'études étaient trop chargé, la grille horaire trop rigide, ça ne me permettait pas d'aller au-delà de vraiment la matière pure et dure. Je ne pouvais pas aller visiter des musées, je n'avais pas le temps, je ne pouvais pas inviter beaucoup de gens en classe non plus, je ne pouvais pas leur permettre d'aller explorer un petit peu plus l'histoire puis de la rendre plus vivante. Donc, je voulais aller vers une pédagogie beaucoup plus active, mais j'étais pris dans ce moule-là. Donc, on dirait que j'essayais d'innover, mais dans une boîte avec un couvert bien fermé. Là. On dirait que c'est très difficile de sortir de la trace qu'on avait déjà. C'est à ce moment-là qu'il y a une opportunité qui s'est offerte à moi de prendre le poste au programme de compétences essentielles. C'est un programme qui existe au Nouveau-Brunswick, qui a été développé par le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.
C'est, dans le fond, pour aider les élèves en difficulté, ceux qui ont vraiment des troubles d'apprentissage ou qui ont eu des défis dans leur vie qui font en sorte que l'école, ça ne fonctionne pas avec eux autres. Donc, c'est des élèves, des décrocheurs potentiels. Donc, on les sort de la programmation régulière, puis on travaille avec eux autres pendant 2 ans. Donc, j'ai le même groupe d'élèves pendant 2 pleines années. Puis, je les ai avec moi 3 heures par jour. Donc, je les ai vraiment 3 périodes. Donc là, tout ce qui était le problème d'horaire ou de difficulté à faire autrement, ça venait de tomber toutes ces barrières-là parce que j'avais la liberté dont j'avais besoin. Donc, on travaille par compétences, donc on travaille la lecture, la rédaction, le calcul, le travail d'équipe, l'informatique, mais je peux leur faire lire ce que je veux, je peux leur faire écrire ce que je veux. Je n'ai plus là, ces contraintes-là que les programmes d'études traditionnels nous apportent. Donc, c'est venu répondre un petit peu à mes besoins à moi en tant qu'enseignante. Les objectifs que moi, je me fixe ou vers lesquels je tends, donc c'est vraiment d'amener les élèves à développer des compétences, c'est sûr. J'essaie constamment de tisser des liens avec la communauté parce que je trouve important qu'ils sachent ce qui se passe autour d'eux, qu'ils voient les opportunités qu'on a aussi autour de nous. Les aider à préciser un projet de vie carrière, leur permettre d'explorer différentes choses, de rencontrer des gens sur le marché du travail, de rendre leurs apprentissages plus authentiques, puis d'avoir un petit peu d'interdisciplinarité. C'est ce que je trouvais quand j'étais en classe régulière, c'est qu'on est tous pris un petit peu chacun dans nos matières, puis que c'est difficile de faire des projets qui viennent chercher tout ça, de toucher un petit peu à tout. Un des aspects que j'utilise beaucoup dans mes classes, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Je trouve qu'avec des projets entrepreneuriaux, quand les élèves vont créer des mini-entreprises, ça les amène à développer des super belles compétences. Donc, de créativité, de travail d'équipe, de collaboration. Donc, les idées viennent des élèves. Donc, on fait plusieurs sessions de remue-ménage, puis tout ça. Puis là, je ne vais pas décider une journée, OK, aujourd'hui, vous choisissez une entreprise, puis on crée une entreprise. Je vais vraiment avec leurs besoins, avec leurs idées. Hey, madame, ça serait le fun si on pouvait faire telle chose. Ou on remarque qu'à la cafétéria, je regarde ici l'équipe qui avait fait des fruits séchés, des fruits déshydratés. On dit, madame, à la cafétéria, il n'y a pas vraiment d'option de collation santé. Je dis, OK, on va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette situation-là. Ils sont allés rencontrer les gens de la cafétéria, ils ont fait des sondages auprès des élèves pour voir qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme option à la cafétéria et tout ça. Puis, ils sont partis sur ce projet-là, donc de petite compagnie là, de fruits déshydratés, par exemple. J'avais apporté à un moment donné en classe un paquet de produits cosmétiques qu'on utilise à tous les jours, de shampoing, de savon et tout ça. Puis, on a regardé les listes d'ingrédients, on a fouillé et tout ça. Puis, ils se sont dit, madame, il y a beaucoup de produits chimiques, produits qu'on ne connaît pas là-dedans. Je dis, OK, mais est-ce qu'il y aurait une façon de faire autrement? Puis là, ils sont arrivés avec l'idée de faire leur propre cosmétique, leur propre savon. Fait qu'on s'est lancé là-dedans. On a contacté les gens dont on avait besoin, commandé le matériel. Donc, ils ont fait leur plan d'affaires parce que pour chaque mini-entreprise, ils ont vraiment un document à remplir avec un plan d'affaires, avec leur budget, avec leurs objectifs, avec leur échéancier, qu'est-ce qu'ils vont faire, à quelle date. Donc, ils ont des comptes à nous rendre tout le long du processus aussi. Compagnie de T-shirts. Donc, ils ont créé leur propre logo, ils ont créé leur T-shirt. Puis, donc ça, c'est des exemples, là, puis ça n'a pas tout été fait cette année, là. C'est des choses des projets que j'ai mis au fil des années. Fait que je trouve qu'avec l'entrepreneuriat, les élèves développent beaucoup leur créativité, leur autonomie, travail d'équipe, résolution de problèmes aussi, bien entendu. On parle d'implication dans la communauté aussi. Avant la pandémie, vous voyez, il n'y a pas de masque, là, puis on est trop proche sur ces photos-là. J'avais créé un partenariat avec la bibliothèque publique de notre région, la Tracadie. Puis, mes élèves se rendaient à la bibliothèque publique pour donner un coup de main aux personnes plus âgées avec les appareils électroniques. Donc, mes élèves, encore une fois, là, ça leur demandait beaucoup parce que ce n'est pas toujours des élèves qui sont à l'aise là, de jaser avec des gens qui ne connaissent pas, puis tout ça. Ce n'était pas nécessairement leur activité préférée, mais au fil
au fil des sessions, là, ils ont tissé des liens avec ces gens-là. Puis là, les personnes âgées, ils voulaient vraiment certains élèves, ils se sont attachés à ces jeunes-là. Donc, on se rendait à la bibliothèque chaque jour, puis les gens prenaient des rendez-vous. Puis, nos élèves leur expliquaient comment faire fonctionner leurs appareils. On a cette année procédé à l'ouverture d'une friperie à l'école. Donc, on parle d'exploration de carrière un peu. On a un élève qui a rencontré un designer d'intérieur, puis lui, il est venu, puis il a tout fait le design là, de la friperie. Ensuite, cet élève-là, c'est une élève du régulier qui était dans mon comité d'environnement. Elle est venue dans ma classe de compétences essentielles, puis elle a présenté ce projet-là avec notre designer d'intérieur. Puis elle a donné des plans à mes élèves de compétences. Puis c'est les élèves de compétences qui ont aménagé le local en tant que tel. Donc, eux autres ont vraiment fait toute la partie construction de la friperie. Avec le comité d'environnement, on a exploré un petit peu l'impact de l'industrie, du textile sur l'environnement, puis tout ça, mais mes élèves, eux, ont mis ça sur pied. Donc, tout ce qui était ma mathématique là, a passé là, les mesures, toutes les unités de mesure, l'estimation, le temps. Donc, c'est comme ça que je suis allée rendre ça un petit peu plus concret. Là, on les voit ici au travail. Encore là, il y a des journées qui ont trouvé que c'était plus long que c'était, puis il y avait hâte que ça finisse. Puis ils apprennent à se connaître aussi. Hein. Ils voient c'est quoi le genre de tâches qu'ils aiment, des choses qu'ils aiment moins, puis voir un petit peu aussi leur personnalité à travers tout ça, comment ils travaillent en équipe, puis comment ils sont organisés aussi, tout ça. Au niveau jardinage puis environnement, donc je m'implique à l'école depuis pas mal le début de ma carrière. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur d'apprendre aux élèves comment sont produits leurs aliments puis qu'ils deviennent plus autonomes à ce niveau-là. Donc, si vous voyez ici là, un petit peu, ça fait partie, là, ça c'est un des projets qu'on a fait cette année vers l'autonomie alimentaire. Donc, on est vraiment parti des semis. Ensuite, on a eu des poussins. On est allé semer les légumes au jardin. En septembre, ma prochaine classe va aller récolter ces légumes-là. Puis là, on va travailler avec au niveau de la conservation des aliments, puis de cuisiner aussi, parce que j'ai une cuisine dans ma classe. On est capable de faire des ateliers de cuisine aussi. Fait qu'ils sont capables de voir comme tout le cycle. Puis ce que j'ai trouvé intéressant cette année, c'est que j'ai plus d'élèves de l'école, de d'autres classes là, qui sont venus me donner un coup de main avec les semis aussi, venir les arroser, les transplanter. Des élèves avec des programmes d'enseignement individualisé aussi là, qui montaient dans ma classe avec leur assistante en éducation. Donc, je trouve que ça a été un beau partage aussi entre mes élèves puis les élèves de d'autres classes de l'école. On a un jardin communautaire derrière l'école depuis maintenant 7 ans. Puis, ça aussi, là, ça permet un échange entre les jeunes du programme de compétences qui vont tout développer, qui vont installer, tout sortir, tout préparer le terrain au printemps. Puis à l'automne, qui font comme la fermeture du jardin communautaire aussi. Fait qu'au niveau de leur implication dans la communauté, puis ils sont capables de faire leur part à ce moment-là. Puis le dernier petit projet de cette année, petit. Ça faisait quand même plusieurs années qu'on y travaillait, puis ça s'est concrétisé cette année. Des fois, la pandémie nous a comme offert des belles opportunités aussi. Donc, on a un sentier derrière l'école, mais il n'était plus nécessairement praticable. Puis, la petite jeune ici, c'est une élève qui est en adaptation scolaire. Puis elle, on a appelé ça le bois à Julie parce que c'est vraiment son projet à elle. Elle voulait avoir un endroit pour aller marcher dehors, pour aller juste relaxer, tout ça, faire un petit peu plus d'activité physique. Puis, on a contacté quelqu'un qui est venu tout déboiser ça, puis on a préparé là, les différentes affiches, puis tout ça pour mettre dans le sentier ensuite. C'est un projet en développement. Dans les prochaines années, les classes de sciences pourront sortir, faire des activités d'observation, identifier les arbres, aller faire de la méditation dans le bois s'ils veulent. Donc, ça sera comme une classe un peu, une classe verte, une classe extérieure. Je termine rapidement avec le projet qui va voir le jour en septembre pour permettre encore de sortir de la salle de classe. Je pense que je suis un petit peu allergique aux pupitres puis aux rangées. Là. J'ai comme besoin de prendre l'air puis de sortir puis de faire les choses autrement un peu. Donc, autour du jardin communautaire, on va ajouter une serre parce que je trouvais que les élèves, ils ne voyaient pas nécessairement le fruit de leurs efforts. Là. On sème
en juin. Des fois, ils n'ont même pas le temps de semer parce qu'on part, puis il ne fait pas encore assez chaud. Donc, on va avoir une serre annuelle, donc on va pouvoir cultiver jusqu'en décembre, puis commencer beaucoup plus tôt aussi dans l'année. Une classe extérieure, donc un pavillon communautaire, une scène, donc pour des cours d'art dramatique et tout ça, des bancs, parce que là, on ne peut même pas s'asseoir à l'extérieur, à l'école. Donc, tout ça va être ajouté à partir, on va commencer la construction en septembre et ça va offrir plein d'autres occasions d'apprentissage, pas juste à mes élèves, mais aux autres élèves de l'école. Là, je suis consciente que ça fait plus que 5 minutes. Hein. Je me dépêche, je termine. Donc, c'est sûr que pour que ça fonctionne, des projets comme ça prend de la patience. Il faut se donner le droit à l'erreur. Il faut avoir du temps, ce que le programme de compétences me permet. Quand on laisse les élèves trouver leur propre réponse, des fois, ça prend beaucoup plus de temps que si on leur dit fais ça de telle façon. Le défi de l'argent revient constamment. J'ai comme un abonnement à Place aux compétences parce qu'on ne les a pas, ces fonds-là. Fait que ça, je pense que c'est un frein ou un obstacle là, quand la question financière doit être prise en considération. Ça prend de la flexibilité, puis il faut accepter de lâcher prise. C'est beau sur les photos, là, mais ça ne marche pas tout le temps super bien. Les élèves, oui, ils sont engagés. Oui, on voit des belles choses, mais des fois, il faut pousser plus que d'autres. Puis, il ne faut pas se décourager, puis il faut recommencer parce que ça a des bons... on voit les résultats, puis on est content d'avoir poussé à ce moment-là. Puis, de la collaboration de nos collègues de travail, de l'agent communautaire, de la direction. Je parle de Place aux compétences qui donne vraiment un bon coup de main au niveau du financement, puis des membres de la communauté. La communauté, ils sont là, on a les ressources, il ne faut juste pas hésiter à aller consulter ces gens-là. Puis, ben, les résultats, c'est sûr que les élèves sont plus engagés. J'ai souvent des élèves qui me disent « Madame, comment je ferais moi, pour être dans le programme de compétences? » Je peux juste en prendre 16, puis on a 700 élèves à l'école, mais j'aimerais que plus d'élèves puissent bénéficier de ce genre d'initiative-là. J'ai moins de problèmes d'absence, un climat de classe qui est positif, c'est sûr, c'est le fun d'être au PCA, les élèves aiment ça. Je vois des élèves que leur confiance augmente beaucoup, qui font des choses qu'ils ne pensaient même pas qu'ils seraient capables de faire. Parler devant un groupe, ce n'est pas évident pour eux autres. Puis souvent, ils vont être capables de le faire. Là, ils vont présenter leur projet ou ils vont aller expliquer des choses à la communauté. Puis ils dépassent souvent ce qu'ils pensaient être leurs limites. Ils apprennent à se connaître. Puis c'est sûr que les compétences se développent à travers tout ça. Ça se termine là. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Thank you so much, Marie-Pierre. I'm a student there from Douai à Lausie, so it's kind of exciting to see all the new development that's happening there. C'est vraiment intéressant de voir, étant un étudiant revenant de Douai à Lausie, c'est vraiment intéressant, ça fait bravo. Si je fais je pourrais résumer ça dans un ou dans quelques mots, c'est la malléabilité, c'est teaching malleability to be able to adapt, adjust, and this is just a perfect example that what you have done. So congratulations to your work that you have done, the current work you're doing, then, and the work that you will be doing in the future. So this is excellent. Well done. Yes. We'll move on to Sarah. Sarah, you go. Tu peux y aller. Alors, est-ce qu'on peut me donner un petit pouce si vous m'entendez? Super. Pour moi, le leadership dans l'éducation, c'est avant tout de montrer l'exemple par nos actions, par nos paroles, par notre approche. Je vais juste mettre ça ici, excusez-moi. C'est innovant aussi. La façon d'être innovante, c'est vraiment essayer de faire un retour aux sources, d'écouter la nature de l'enfant, qui est d'apprendre tout simplement, de se demander comment les enfants vont s'approprier cette notion, pas avoir peur de s'éloigner du traditionnel, même si on a connu ça toute notre vie, ne pas avoir peur de justement s'en distancer un petit peu, d'essayer des nouvelles approches, d'essayer des nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'évaluer également les élèves. Certaines vont marcher, certaines ne vont pas marcher, puis c'est comme ça qu'on grandit. Je pense que, comme disait Marie-Pierre, banaliser l'erreur, puis la rendre vraiment partie entière du processus, c'est vraiment important, ça fait vraiment grandir les élèves. Moi, cette année, mes pratiques innovantes ont été soutenues par des partenaires. Labo Créatif, Michel Thibault et son équipe m'a vraiment aidé à ouvrir les portes et à casser les murs en fait, de ma salle de classe, voir l'éducation autrement.
Moi, j'avais une classe combinée cette année, l'année qui vient de se terminer, donc j'avais une 4-5. Donc, c'était aussi un petit défi d'essayer de répondre vraiment aux besoins puis aux attentes de tous les niveaux, tous les élèves qui pouvaient être anxieux ou moins anxieux, avancés, qui avaient peut-être travaillé beaucoup à la maison pendant la pandémie ou pas du tout, avaient été soutenus ou pas soutenus. Alors, ça faisait vraiment un grand panel à répondre aux besoins. Donc, je me suis vraiment entourée de partenaires. Je sais que le projet Gaïa va faire une apparition tantôt un peu plus tard cet après-midi. Leurs nombreux projets, leur aide financière nous a beaucoup aidé aussi pour vraiment concrétiser les apprentissages de mes élèves cette année. Dans quelques minutes, quand j'aurai terminé, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a montée ensemble avec des petites photos et puis les élèves qui expliquent l'accomplissement de leur projet grâce à Gaïa cette année. Nature NB m'a aussi, avec leurs jeux, leurs présentations virtuelles, malheureusement virtuelles cette année, mais je suis sûre que l'année prochaine, peut-être qu'ils peuvent aussi venir en personne dans la salle de classe. Leurs jeux, le colloque Apprendre à ciel ouvert aussi, auquel j'ai participé vers le mois d'avril, mai. L'organisme Amène-moi dehors a été vraiment aussi, ça a vraiment été des très bons soutiens ça m'a vraiment soutenue vers ma direction d'aller faire de l'enseignement extérieur avec beaucoup de pratiques pédagogiques et beaucoup de partages qu'il y a eu tous ensemble. Je trouve que c'est aussi en s'entourant de partenaires puis en demandant de l'aide devant les élèves qu'on leur transmet des valeurs d'entraide, qu'on leur transmet l'importance du travail d'équipe. C'est vraiment important d'être vrai et puis d'être transparent aux élèves. Comme tu disais tantôt, Marie-Pierre, ça vient des élèves, OK, ça part d'un constat. On remarque qu'on n'a pas de composteur à l'école, on remarque qu'on a beaucoup de déchets verts ou alimentaires qui sont jetés à la poubelle. On sait que ce n'est pas bon pour l'environnement, on sait qu'on pourrait faire autrement, alors on va essayer de se donner les moyens ensemble. Donc, ça part vraiment des élèves. Puis, je voulais mentionner que mes partenaires les plus importants cette année, ça a vraiment été mes élèves. Évidemment, les projets qu'on peut penser, ça part d'une idée, mais c'est les élèves vraiment qui sont vraiment au centre de l'apprentissage. Puis moi, je voulais vous mentionner notre projet de classe extérieure qu'on a fait cette année. On a commencé, évidemment, ça ne se fait pas en une année, mais vraiment en gardant mon objectif final en tête, qui était j'aimerais enseigner à l'extérieur, j'aimerais avoir une classe extérieure ou un endroit que mes élèves pourraient apprendre. J'ai travaillé à Rebours, donc je me suis dit, OK, quelles compétences ça va exploiter, quels résultats d'apprentissage du programme d'études que ça va toucher. Évidemment, je voulais un projet multidisciplinaire qui touchait plusieurs matières scolaires, mais aussi qui développait plusieurs compétences du profil de sortie. Donc, les élèves ont fait des recherches, ils ont fait des croquis et des petits dessins, des possibilités de comment est-ce qu'on allait mettre des estrades. On était parti sur des estrades. Est-ce qu'on va en mettre 1, 2, 3? Combien ça coûte? Comment est-ce qu'on les oriente? On a été faire des sondages auprès des enseignants parce que ça allait toucher vraiment toute l'école. Ce n'est pas juste notre classe qui allait en bénéficier. Donc, on a essayé, on a fait des sondages pour savoir c'était quoi la disposition la plus populaire auprès des enseignants et aussi des élèves des autres classes. On a combiné ça dans des diagrammes à bande, on a présenté à la direction, etc., jusqu'à aller participer physiquement avec le constructeur, avec les visseuses, les perceuses, les clous et tout ce qui allait avec pour que les élèves puissent vraiment faire physiquement et avoir vraiment une place à part entière dans le projet. Évidemment, ça a touché beaucoup de matières scolaires, donc les maths, la mesure, l'orientation, le traitement de données, le français, présentation orale, beaucoup de rages des programmes d'études. Mais surtout, ça a développé beaucoup de compétences de la vraie vie, de l'écoute, de l'entraide, des recherches vraiment concrètes à des solutions qui faisaient face. C'était pas si un tel rencontre telle difficulté, ça partait vraiment hier, j'ai pas réussi à rentrer ma vis ou j'ai pas réussi à faire ceci. Vraiment essayer de s'ajuster face à tous les petits défis et tous les petits échecs qui peuvent être sur le parcours et qui vont être sur le parcours parce que c'est comme ça que c'est dans la vie. Les élèves étaient vraiment au centre de leurs apprentissages et je pense que c'est vraiment ça qui a rendu aussi le projet vraiment significatif et qu'ils ont vraiment aimé participer à ce projet ici. Je pense que être un leader positif, un leader innovant, c'est vraiment aussi de ne pas trop en faire. C'est-à-dire, on amène un début d'idée, on amène quelque chose, mais vraiment,
on laisse l'élève se l'approprier. Et quand tu parlais, Marie-Pierre, du lâcher-prise, c'est que des fois, on a une idée dans la tête, mais ça va. Les élèves ont complètement une autre idée, ils vont dans une autre direction, puis c'est aussi à nous de s'adapter. Donc oui, ça nous sort de notre zone de confort, mais je pense que leur offrir des occasions, leur offrir des moments de chercher eux-mêmes, de comment s'améliorer, de ne pas trop intervenir ou peu intervenir, de les laisser vraiment évoluer puis découvrir le monde, c'est vraiment ça qui est vraiment important, je trouve, dans l'éducation en ce moment. J'ai aussi innové cette année dans mes pratiques d'évaluation. Donc, j'ai fait peu d'évaluations écrites qui engendraient beaucoup de stress pour mes élèves, ça engendrait beaucoup de corrections pour ma part. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de temps de rétroaction vraiment utile pour mes élèves. Donc, à la place, j'ai vraiment privilégié des temps de discussion avec moi, formels ou informels, autour des concepts ou des rases qu'on avait pu voir cette année dans le programme en maths et en sciences humaines, ou des leçons qu'on avait vues en classe. Vraiment, j'ai essayé de profiter de chacune des petites occasions que je pouvais avoir avec mes élèves pour avoir des petites discussions. Donc, un trajet vers une activité ou une récompense de classe où il y a peu d'élèves et ça favorise plus la discussion. Des fois, mes élèves me demandaient, mais madame, c'est quand le test de sciences? Puis moi, je leur ai dit, mais je sais déjà si tu as compris la gravité, parce que tantôt ou hier, quand on était sur le chemin, tu m'as dit, ah oui, les feuilles tombent par terre, c'est parce qu'elles sont attirées. Donc, je n'avais pas besoin d'aller valider à l'écrit, explique-moi c'est quoi la gravité. Puis l'élève était stressé, peut-être qu'il est bloqué par l'écriture ou mettre vraiment en mots écrits ses pensées. Donc, de cette façon-là, je pouvais vraiment voir plus facilement, sans stress, les choses qui étaient importantes du programme d'études. J'ai aussi offert des rétroactions, des petites rétroactions sous forme de vidéos pour les parents, parce qu'il faut quand même aussi discuter avec les parents. Puis des fois, si on fait peu d'évaluations écrites, les parents ne voient pas beaucoup de résultats. Donc, c'est vraiment important d'avoir une très bonne communication aussi avec les parents. Donc, je leur faisais des vidéos sur mes observations du point de vue académique, mais aussi comportemental, général de leur enfant dans la salle de classe, puis dans les différents projets. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette façon de faire. Je trouve que ça enlève beaucoup de stress pour les élèves. Il faut s'adapter parce que c'est sûr qu'il faut quand même pouvoir se faire confiance en tant qu'enseignant, puis faire confiance dans son jugement professionnel. Mais je sais que ça a plu à beaucoup de parents aussi, puis je pense que c'est une chose que je vais continuer l'année prochaine. Fait que pour terminer, je voulais vous montrer une petite vidéo que mes élèves ont préparée, puis qui explique ce qu'on a pu mettre en place grâce au projet Gaïa, puis grâce à toutes les expériences que mes élèves ont eues avec le projet Gaïa. Donc, ça s'en vient dans quelques secondes. Share. Vous avez fait beaucoup de projets cette année. Est-ce que tu peux m'expliquer? Tout a commencé quand on a fait le projet Gaïa sur la trace des ordures. Et on a réalisé qu'il y avait trop de plastique et de matière compostable dans les poubelles. Donc la classe a réfléchi comment trouver une solution. Grâce à l'argent que Gaïa nous a donné, on a pu acheter un composteur qu'on a mis dans le jardin de l'école. C'est bénéfique pour tous les membres de l'école, toute la communauté. C'est quoi ceci? C'est un bac qu'on a eu parce qu'on a demandé un partenariat avec la ville de Fredericton pour donner des bacs à chaque classe de l'école. Alors, on a fait un comité de recyclage, puis on va ramasser les plastiques dans les bacs à chaque vendredi. Voulez-vous changer l'habitude des enfants? Oui, on est très déterminés à changer les habitudes des enfants. Grâce à l'argent de Gaïa, on a pu fabriquer du papier ciré avec la cire d'abeille. On l'a repassé avec une fer à repasser pour que la cire fonde. On a aussi fabriqué avec les machines à coudre des sacs réutilisables pour que ça utilise moins de plastique. Ça nous aide à utiliser moins de plastique à l'école et à la maison.
Oh, c'est joli. Qu'est-ce que c'est? C'est un bac de recyclage. Grâce au projet Gaia, on était tellement excités qu'on a fabriqué notre propre bac de recyclage avec des boîtes recyclées, de la peinture et du papier mâché. Pourquoi les 3 R? Parce que pour recycler le plastique et pour réduire les déchets et pour réutiliser le papier et carton. À quoi ça sert? À réduire notre impact sur l'environnement. Parce que chaque geste compte! Ah, ça me fait plaisir de revoir mes élèves. Oui. Eh bien, bravo, Sarah. Quel beau témoignage. What a great testimonial there, from your student voice. And that's the real deal, C'est vraiment une belle expérience. It's just one element that, that really resonated with me. Un élément qui a vraiment résonné, c'est que tu as parlé de partenariat. Puis on a beaucoup, we're talking a lot about, partnership and partnership within the community. So we get 3 types of communities, right? Community in the classroom, community at school. And after that, you get the regional community, donc la communauté dans la classe, à l'école et dans la région. Mais ce qui me parle le plus, c'est que tu as créé un partenariat avec tes élèves. Oh oui. Quel nouveau mindset, d'accord, dans une perspective de créer un engagement, puis aussi, mais dans la perspective de comment est-ce que l'élève se positionne. Plus, il ne se perçoit pas comme un élève, il se perçoit comme un partenaire. Alors, bravo. This is great to see the students have the perception that they see themselves as partners instead of, students. So, congratulations on your work. And we're looking forward to hear your future stories as well. Merci. So, without further ado, maintenant, nous allons passer à Madame Julie Robuchon. Ça fait Madame Julie Robuchon, vous avez la parole. Here you go. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici. Moi, je vais vous parler de ma dernière année scolaire, donc l'année pendant la pandémie, où est-ce que moi et une équipe d'enseignants, nous nous sommes lancés dans un gros et nouveau projet. Donc, je vais faire défiler quelques photos pendant que je parle. Vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble, notre belle classe. Et voilà. Donc, ça a commencé avec 7 enseignants, des enseignants qui avaient tous enseigné différentes matières, qui avaient tous différents parcours, différentes façons de faire. Et puis, on a rassemblé ces 7 enseignants-là dont je fais partie pour enseigner la 9e année à l'école Clément-Cormier de Bouctouche. Donc, nous étions tous ensemble pendant la pleine année dans un très grand local à enseigner toutes sortes de matières à nos 120 élèves. Cette année, c'était différent puisqu'on avait 60 par jour, mais l'année prochaine, ce ne sera plus divisé comme ça. Donc, si vous regardez les photos, vous verrez notre grand local. On avait des tableaux blancs partout sur les murs, et des tableaux qui se bougeaient, des chaises et des tables qui se bougeaient, des pupitres qui se bougeaient, des télévisions sur des roues, parce qu'on avait vraiment un environnement flexible. On voulait être capable de changer notre environnement à tout bout de champ, à n'importe quel moment de la journée, selon nos besoins, selon les besoins des élèves et de la classe. Fait que ce soit pour une session de mathématiques, tout à coup, on regroupait des pupitres ensemble, des tables ensemble, les élèves se regroupaient avec un enseignant, puis on enseignait une notion de mathématiques. Là, plus tard dans la journée, on voulait faire des projets de géographie, on changeait la dynamique de la classe, on regroupait les élèves différemment, puis là, ils faisaient leur projet de géo. Donc, tout au long de la journée, la classe changeait, les enseignants, on bougeait, on se promenait avec des petits chariots. On avait aussi un local seulement pour les enseignants au milieu de la classe. Puis ce local-là avait des fenêtres sur tous les côtés. Fait même quand on était dans notre local de travail, on voyait les élèves, les portes étaient constamment ouvertes, on sortait, on entrait. On a vraiment changé la façon qu'on faisait les choses parce que je ne vous le cache pas, on était tous des enseignants dans notre salle de classe à enseigner de façon un peu traditionnelle avant cette nouvelle aventure-là. Donc, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de regrouper toutes les matières dans des projets le plus que possible. Ça n'a pas été possible de le faire tout le temps.
C'était notre première année, on a essayé des choses, puis il y a des moments où est-ce que, faute, manque de temps ou manque d'expérience dans le projet, on n'a pas pu faire de projet pour certains résultats d'apprentissage ou certains modules de certaines matières. Donc, à ce moment-là, on faisait tout simplement ce qu'on avait tendance à faire. On enseignait de façon plus traditionnelle, mais c'était vraiment différent parce qu'on était dans une grande classe avec d'autres enseignants, on n'était jamais seuls, puis les élèves n'étaient jamais assis à leur pupitre en rangée d'oignons en train d'écouter un enseignant. Enfin, on a quand même fait du chemin de ce côté-là. Dans nos projets, on a essayé d'inclure le plus de matières possible. Puis parfois, ça a été un défi parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Il y avait certains résultats d'apprentissage qui ne cadraient pas dans nos projets. Puis au début, on a vu ça comme une barrière. On disait, ben là, ça ne fonctionne pas. Puis à un moment donné, on s'est dit, OK, là, on est en train de travailler à contre-courant. Laissons faire les résultats d'apprentissage qui ne cadrent pas dans les projets, puis faisant autre chose avec ces résultats-là, puis continuons nos projets avec ce qui fonctionne. Puis à partir de ce moment-là, qu'on a pu lâcher prise de notre vision très de perfectionnisme, notre vision qui voulait que tout aille sur des roulettes, puis tout fonctionne d'une certaine façon, qu'on a pu lâcher prise, puis qu'on s'est permis de faire des erreurs, puis d'essayer des choses. C'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à aller mieux. Donc, on a fait beaucoup de projets de l'interdisciplinarité. On a aussi essayé de travailler beaucoup les compétences avec nos élèves. C'était ça notre objectif numéro 1, de vraiment les préparer pour le futur, de les rendre plus autonomes. Fait que dans notre environnement flexible, on avait aussi un horaire flexible. Dès le début de l'année, on a ciblé des temps de la journée où est-ce qu'il allait avoir des cliniques avec certains enseignants. On a ciblé des temps où est-ce que ce serait possible de faire du travail d'équipe. On a fait un horaire, mais qui était toujours flexible. Donc, au début de la semaine, les élèves se sont habitués à s'inscrire pour leur horaire de la semaine. Donc, ils s'inscrivaient, par exemple, ils décidaient s'ils voulaient avoir le matin ou l'après-midi, s'ils voulaient faire leur projet d'équipe le mardi ou le jeudi. Donc, c'était vraiment à eux autres à créer leur horaire, puis à s'organiser pour s'assurer que tout entre dans la semaine. Fait que de ce côté-là, les élèves ont vraiment fait du chemin. À la fin de l'année, c'était tellement beau de les voir s'organiser, puis vraiment prendre leur apprentissage plus à cœur, d'être plus présents, puis de vraiment réaliser que c'est eux autres qui doivent faire la majorité du travail. Donc, les enseignants, notre rôle a changé. On n'était plus la personne qui faisait tout pour eux autres. On était plutôt comme un guide qui était là pour organiser le grand portrait, mais ensuite, on les laissait faire. Puis, c'est sûr que ça crée de l'insécurité pour eux autres et pour nous autres, parce que les enseignants, des fois, on aime que les choses se passent d'une certaine façon, puis on veut que ça roule, que ça fonctionne comme on l'a imaginé, mais on les a laissés faire, on les a laissés faire des erreurs, puis vraiment, ils nous ont prouvé qu'ils sont capables de faire bien plus que ce qu'on peut imaginer. Donc, les élèves ont beaucoup développé l'autonomie, puis ils ont beaucoup travaillé en équipe. Donc, pour nous autres, c'est important qu'ils s'habituent à valider tout ce qu'ils font. On dirait qu'avant, ils faisaient quelque chose, ils le remettaient et c'était terminé. On a vraiment essayé de changer la mentalité pour qu'ils puissent partager avec d'autres élèves, qu'ils puissent prendre les forces des autres élèves, puis que ça puisse les aider, eux autres, dans leurs apprentissages, puis dans leurs différents travaux et projets. Puis, comme enseignants aussi, on a dû faire la même chose. Je pense que les élèves nous ont vu faire exactement ce qu'on leur demandait de faire, c'est-à-dire travailler en équipe. Puis, je sais que comme enseignant, on a toujours travaillé en équipe, mais moi, personnellement, je travaillais en équipe avec d'autres enseignants, puis ensuite, je retournais dans ma salle de classe, ma porte était fermée, j'étais quand même seule en charge des élèves et c'est moi qui dirigeais tout. Sauf que cette année, il y avait toujours 6 autres enseignants avec moi, puis vraiment, il fallait tenir compte de tout le monde, mais ça nous a permis de trouver les forces de tout le monde, puis de vraiment de rendre la tâche beaucoup plus facile parce qu'on a tous des forces, puis on avait tous des défis, puis quand on a appris comment les autres fonctionnaient, comment les autres travaillaient, les choses coulaient beaucoup plus doucement par après. Puis ça a été la force de cette année, ça a été le travail d'équipe entre les enseignants, de ne jamais être seul, de toujours avoir quelqu'un qui comprend exactement ce qui se passe,
et qui est là pour pouvoir régler les 1001 situations qui peuvent arriver pendant une journée ou une semaine. Fait que c'est sûr que je ne vous le cache pas que ça a été une grosse année très difficile. Des défis, il y en a eu beaucoup plus que de solutions, mais on a fait des petits pas, on a continué à avancer. Puis à la fin de l'année, tous les enseignants étaient d'accord pour continuer avec le projet. Tous les enseignants voulaient continuer le projet, ce qui me permet de dire que ce qu'on fait est bien, puis il faut continuer de le faire. Donc, on veut développer des compétences, on veut faire des liens avec la communauté, on veut continuer à en faire beaucoup plus. La première année a été un début, un premier pas. Puis vraiment, on est tous encouragés qu'on s'en va dans la bonne direction. Tous les enseignants de l'équipe étaient d'accord pour dire qu'on ne pouvait pas continuer de faire comme on le faisait. Parce que ce qu'on faisait avant, ça ne fonctionnait plus. On ne répondait pas aux besoins des élèves. On ne les préparait pas pour ce qui s'en venait par après. Fait que cette année, c'est un pas dans la bonne direction. On va continuer. L'année prochaine, ce sera au niveau des 9e à nouveau. Et les 10e années vont continuer. Donc, nos 9e de l'année dernière vont continuer en 10e année dans le même projet. Puis, on va avoir un nouveau groupe. Moi, je vais travailler au niveau de la 9 et la 10. Je vais assurer comme le continu de ce groupe d'élèves-là. J'ai hâte de voir à quel point que ça devrait être plus facile avec les 10e parce qu'ils savent déjà qu'est-ce que c'est. Puis nous autres, on est plus à l'aise aussi, on est plus confiants dans ce qu'on fait. Fait qu'on ne va probablement pas répéter les mêmes erreurs, on va en faire d'autres, mais c'est OK, on va continuer à apprendre, puis on essaie de voir plus à long terme qu'est-ce qu'on veut. On a tous la même vision de ce qu'on veut que ça ressemble, puis on va continuer à travailler ensemble pour se rendre là. Oh, mais parfait. Mais, hey, merci, Julie. Thank you so much, Julie, about your message. It's a fascinating story. C'est une histoire très fascinante parce que le contexte que toi et ton équipe enseignent, d'accord, and the contextual that you and your team members are working together are in the same spaces. So it's definitely bring another perspective on how that you can co-plan, co-teach, and co-reflect. And I know it's a very interesting aspect. So I think that one of the words, if permit me to say, like, the dynamic of the work that you guys are doing is really building a community, but building a team spirit. Travailler en équipe, c'est quelque chose de fascinant, mais aussi développer un esprit d'équipe pour, comme tu as mentionné, comme s'entraider, how you can help each other and support each other in many ways and facets. So thank you so much for this very inspiring story. So last but not least, we'll pass the baton to Gerard, and as well, this is another fascinating story as well. So Gerard, you got the floor. All right. Can everybody hear me? Can I get a thumbs up? Someone? Yeah, perfect. Okay. First off, I just want to thank everybody for having me, let me participate, and what a wonderful panel to hear from. I love the work that all of you are doing as well, and to get to share and hear from the other panelists is fantastic. And Marie-Pierre, just what you were saying at the start about that entrepreneurial mindset really feeds into the work that I do. And, I think at the high school level, at least on the Anglophone side, we teach entrepreneurship as a course. And it's, I keep telling people it's not a course. There's no formula. It's a mindset. And it needs to be something that's overlaid in all of our courses and across our schools. And so seeing that from some of you is really encouraging. I just put, our video is a little bit long, but on our website, ideacentermoncton.ca, there's a great video that we had made up with BrainWorks. So certainly if anyone has the time, check it out afterwards. And we're on, Instagram and Facebook and those as well. So you can really get to see some of the work that our students have done, and I'll highlight a little bit. But essentially, I guess what the Idea Center is, we're an experiential learning opportunity for grade 11 and 12 students in the Anglophone East School District. And so what essentially happens is we have students from all of our local high schools. So they come and they spend the afternoon with us. Our center is set up at MBCC Moncton on Mountain Road. So similar to a co-op program where you would go and, follow a teacher, follow a nurse, if there was a profession that you were interested in.
except these students are coming to develop their own business or social enterprise. And so we are partnered with 3Plus, which is used to be Enterprise Greater Moncton. So it supports the, the Riverview, Moncton Dieppe area, as well as the Chamber of Commerce. And so 3Plus has hired a full-time employee. So I'm there as the teacher, and then we have our youth entrepreneurial employee there that is sort of our connector and community partner there as well. And so, sorry, I was going to cough. Yeah, so the students have, the minimum, the two of us every day that are there. We work very closely with our experiential learning lead in the district. And then we have mentors and, business owners, entrepreneurs, and community people in all of the time. Being at MBCC right away, we, just up the ante for the students. They walk onto a college campus. They're treated like, like college students. Often instructors from MBCC will be in our space, come to check out what we're doing. They come in as guest speakers. They come in as, as mentors, judges, things like that. And so it's very different than what you would see in a regular classroom setting, I guess. When we got going with this, there were three pillars, three key ingredients that we knew we needed to have to make this successful. The first one was the curriculum flexibility. So like I said, the students come, they spend the afternoons with us, they earn 2 credits. We have 8 different credits that they can earn through our program. So entrepreneurship, business management, marketing, economics, leadership, 1 credit co-op, and now the experiential or the personal interest credits. So we've got that flexibility. So we checked that box. The second thing we said we needed was flexibility of time and space. In some of the examples that were already shared, you guys are doing that as well. We're seeing that, and it's so key. Being outside of the school, we have no bells, there's no fire alarms, there's no announcements, there's no, changing classes. They come, our hours are 1:20 to 3:20. And because we have 4 different schools that converge into the center, they travel over their lunch break. I have to be there by 12:30 because the students are arriving. They're excited to get down to their work. And I go pick my daughter up at 4:15 from daycare, and I'm very, very rarely the one that turns off the lights. So our students are there, required to put in 2 hours a day, and many of them put in 3 and 4 each day because they're passionate about their work. They're doing, they're doing their work. They're creating their own business, their own social enterprise, work that they care about, work that's driven by them. They make the decisions behind it, and they get to see real, real life results. I tell them when we do our recruiting meetings, I said, there's no worksheets, there's no case studies. You are the case study. This is all about you. And, we give them the curriculum document and say, here are the things you need to prove that you've accomplished throughout the end. And it doesn't take them very long, when they really get into what they're doing to be able to demonstrate those things. And the third one, which I think is the biggest one, and I touched on some of the people that we have working with us, is the mentorship and the connection with community. Our students, my experience at least in the classroom, is they have no idea what is going on around them. They don't know who's in the community, what's going on in the community. And I can relate to that. I remember being a student and, what jobs do you know? Whatever your parents do, you know about doctors and nurses because you've had experience with them, teachers because you've had teachers, and you have no idea. And, even in the opening slide here for this session, it talked about 2030. We don't know what the jobs are going to be. So being flexible, being able to look at those global competencies, right? Thinking outside the box, problem solving, communication, teamwork, those are the skills that are necessary for the workplace moving forward. That entrepreneurial mindset is what businesses are looking for. And so that's what we try to grow in our students at the Idea Center along the way as they build out their own program. It's really been life-changing for a number of our students. They've made connections that are lifelong. They have mentorship.
and partners now that will be ongoing. And it's, to be honest with you, it's went way beyond where I thought it would go. And it's often very intimidating. We had one of our students just signed a 3-year recording contract with Kiana Beats, who is, one of the top 10 producers globally, works with Rihanna, Beyonce. And like, I've never signed a recording contract. When you have a student that's going down that road, that's, it's incredible, but it's super intimidating. So this student worked with multiple lawyers, had people look over contracts, went back and forth. I mean, what 18-year-old has those experiences? And fingers crossed, I guess, we're going to hear one of his songs on the radio, and he's going to have way more money than any of us can ever think about. But that's, if he was never given a little bit more runway to explore and experience that, he needed an upgrade to one of the softwares he used. It was $150. And, luckily one of our partners, Brilliant Labs, was able to step up and pay for that subscription for him to have that, and that opened a lot of doors, for this student. And I could go on and on with, what some of the students have done, but, a number of them are running, real businesses, side hustles right here, in our communities now. You can find some of our students at the Moncton Market every Saturday, the Dieppe Market every Saturday. One of our students will be doing a co-op with MB Power. So we had a connection with the Energy Center of Excellence. He'll actually be finishing from the Southern Alberta Institute of Technology. He's going to graduate a 2-year college program before he graduates high school. So, giving these students that flexibility has just, opened a door for them. And I love what I'm seeing from the other panelists, in earlier years, because that's where the fire is being lit. And all we do, at the center is give these students that runway and those opportunities and experiences to continue to work with community, continue to gain mentorship, and to continue to have time and voice and choice about, the work that they're doing. So it's been, it's been really incredible, the results and the things that we see. And, just looking forward to continue working with it. When we were talking before the session started recording, we talked about the rigidity of the school system. And, as I was getting going with this, I didn't realize how difficult that piece was. Community partners are willing to work with us and are beating down the doors in many cases to be in our schools, support us, help us. And so, as educators, I just encourage you. I know it's hard, it's time consuming to set up those things, but it's so validating as a teacher, and so rewarding to the students to give them opportunities beyond what we can just provide in that traditional, rows of desks and quizzes and tests. So, I kind of went off topic, I guess, a little bit, but the center is, is continuing to grow. We're always looking to recruit new students, looking for always community partnerships. And like I say, follow us. Instagram is where we're the most active, I guess. We had students in the center working yesterday. So they're, it didn't end with their semester. They're ongoing. And so it continues. So certainly check us out, check out the website, see some of what the students are doing, and, and follow along. Very good. Well, thank you very much, Gerard, for your story as well. Like any others, it's a fascinating discovery, and what you just mentioned about like the 3 topics. The very important one is the flexibilities. Having, like Julie mentioned at the very beginning, or Marie-Pierre, is having that flexibilities to manipulate and to adapt and be able to innovate within this. So, time is already done. And, if ever that, people having questions, what we'll do is, like Brian mentioned this morning, if you guys are willing to attend, everyone would like to attend, the network and social place will have a table, for all the panelists that would be able to attend and answer those direct questions. So I'll close with the following. The industry have put a lot of pressure to this system, and the 4th generation of the industry, or the 4th revolution, right, really transformed our societies and
basically the school system still struggling to kind of adapt to it, and with you guys are a perfect example to have opportunity to think differently and do things differently by increasing the level of engagement. We know that, that the more and more that the three pillars of the education system is art, science, concepts, and entrepreneurship. We know more and more about that is how that we can, transform to these new three pillars, because we know that student, like you basically mentioned, like, communication skill, collaboration skills, capable, to be passionate, and engage at work, like you mentioned. And the most important thing, well, is troubleshoot, deep problem, but collectively. We know that our industry is requiring that. So if I would say there from you guys representing the four is that I saw and I felt a lot of passion, right, from you. This, and when you get passion teachers, by default, we have passion students. And when you get passion students, it's because of your leadership. So I raise my hat to all of you guys. Je lève mon chapeau à vous quatre d'avoir pris l'opportunité de partager vos histoires à l'intérieur de nos vacances. Directement là, on voit comment est-ce que vous êtes passionnés. Puis, we can't wait to hear, the next chapter, of your experience. So thank you so much. Merci beaucoup à tout le monde. To take the willing time. This session is recorded. It will be broadcast on the YouTube channel that we have. And, feel free to share with everyone, because, with all the videos that we have recorded, all the session, I think that this one, is a very important one because it's the real deal. So thank you so much for doing that, and have a great rest of the day. We got 2 sessions coming up. Gaia Project by Jeff McDonald, and also nous avons une formation en français de Apple qui rejoint nos apprenants avec Apple présenté. Donc, merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. On se voit tout à l'heure. We're seeing you at the network place. Thank you. Bye bye.